Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à 12h30 à la mi-journée et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le sprint final de fin d'année qui est engagé sur les marchés avec un agenda de fin d'année qui sera important. Beaucoup d'enjeux qui vont se concentrer sur la semaine 50 de cette année 2021, commencée par les dernières réunions de Banque centrale, que ce soit celle de la Réserve fédérale ou encore celle de la Banque centrale européenne. 14, 15, 16 décembre. La Banque d'Angleterre également s'exprimera une dernière fois pour cette année 2021, le 16 décembre prochain. Oui, des réunions importantes parce qu'elles vont quand même cadrer la politique monétaire au moins sur les premiers mois de l'année 2022 et autant vous le dire, les débats sont intenses. Faut-il accélérer la normalisation en cours des politiques monétaires? C'est une question qui vaut aux États-Unis mais visiblement également en Europe. C'est un sujet qui anime les banquiers centraux et donc les marchés et les investisseurs. On a vu ces derniers jours quand même pas mal de mouvements sur le Forex à travers la parité euro-dollar notamment qui essayait de prendre en considération ces vitesses de normalisation des politiques monétaires. C'est un enjeu important. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les sujets du jour, le pétrole qui rebondit après une séquence de baisse de quelques jours, quelques semaines. On est passé de 84 à 75, 76 $ pour le baril de brut léger américain. Le pétrole qui rebondit après l'annonce par la Maison Blanche du déblocage de 50 millions de barils de pétrole en provenance des stocks stratégiques américains. Une décision concertée avec la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et le Royaume-Uni, précise la Maison Blanche. Là aussi, ça fait partie des sujets du jour. L'inflation est un sujet politique et Joe Biden montre donc qu'il traite ou qu'il s'occupe de ce sujet face à sa population. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le thème ce soir sera celui du Bitcoin dans l'assurance vie. Et oui, c'est rendu possible par la loi Pacte d'il y a 2 ans et les équipes de gestion de Tobam ont monté un fonds agréé AMF qui est éligible aux unités de compte dans l'assurance vie et qui permettra de disposer jusqu'à 10% de Bitcoin dans la partie unité de compte de son assurance vie. Yves Chouefati, le président fondateur de Tobam, sera avec nous en plateau à 17h45. Une séance de pause sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis, des marchés actions qui tiennent plutôt bien puisque on termine un petit peu au-delà du niveau sur lequel on avait ouvert ce matin. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC tient bon et réduit ses pertes. Du côté de Wall Street, on observe une tentative de sursaut. Globalement, les marchés sont sous l'effet d'une dégradation de la situation sanitaire en Europe et d'une hausse des rendements obligataires provoquée par l'anticipation d'un resserrement accéléré des politiques monétaires, constat qui empêche le marché de se réjouir quant à la solidité de la croissance de l'activité dans le secteur privé de part et d'autre de l'Atlantique. Selon les enquêtes réalisées par IHS Markit aux États-Unis, l'indice PMI composite s'est replié d'1,1 point à 56,5 en novembre. En zone euro, il a atteint un pic de 2 mois à 55,8. Face aux risques inflationnistes, une poignée de responsables de la BCE appelle cette dernière à mettre un terme à son programme d'achat d'actifs d'urgence pandémique en mars prochain. Isabelle Schnabel évoquait sur Bloomberg TV des risques inflationnistes orientés à la hausse. Pour rappel, la Bundesbank prévenait hier qu'au mois de novembre, le taux d'inflation en Allemagne pourrait atteindre 6%. Aux États-Unis, la confirmation de Jérôme Powell à la tête de la Fed indique que la politique monétaire de la Banque centrale américaine ne devrait pas connaître de changement de cap majeur. À ce jour, Wall Street anticipe une accélération du rythme de la réduction de ses achats d'actifs et anticipe 3 hausses des taux à compter de juin prochain. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend. Même chose pour
pour celui du Bund allemand de même échéance. Les valeurs bancaires montent, les technologiques reculent. Focus sur quelques valeurs outre-Atlantique. Zoom Video Communication dégringole du fait du ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. Et puis Best Buy plonge pour le 4e trimestre. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires en dessous des attentes et anticipe de probables pénuries de produits pendant la période des fêtes de fin d'année. Demain, l'après-midi sera intense avec de nombreuses publications d'indicateurs d'activité aux États-Unis. Seront suivies de près l'inflation PCE, les commandes de biens durables et les inscriptions au chômage. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Chollet est avec nous ce soir, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, et Hervé Goulet-Kerr. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. Parmi les sujets d'actualité, le sujet pétrolier avec une initiative alors, qui est quand même assez inédite. Les États-Unis essayent d'emmener un certain nombre de pays gros consommateurs de pétrole vers l'utilisation d'une partie de leurs réserves stratégiques. On parle de pays comme la Chine, l'Inde, la Corée, le Japon, le Royaume-Uni, sachant que les États-Unis, Joe Biden a décidé que le pays allait sortir 50 millions de barils de ses réserves stratégiques. Alors, je le disais, le pétrole rebondit sur cette nouvelle, mais encore une fois, ce n'est pas une nouvelle anodine dans un contexte où l'inflation devient un sujet très politique. Qu'est-ce que cette initiative, cette action concertée peut nous dire aujourd'hui de cette question, Hervé ? Il y a une préoccupation sur la dynamique des prix, c'est évident. Quand on voit la confiance des ménages un peu partout, elle a tendance à faiblir. Quand on voit la cote de popularité du président Biden, elle baisse depuis la mi-août. Alors, il y a l'histoire de l'Afghanistan, mais on peut se dire qu'il y a peut-être aussi un peu d'histoire d'accélération des prix. Donc, on voit qu'il y a une toile de fond politico-économique en faveur de l'espoir d'un prix du pétrole plus bas. Ça, c'est clair. Si on regarde l'économie du pétrole, il se passe juste quelque chose de bizarre actuellement, parce que depuis l'apparition du Shell Oil aux États-Unis, donc de ce pétrole qu'on pourrait qualifier d'alternatif, en fait, ce qu'on voyait bien, c'est qu'à chaque fois que le prix du pétrole montait, les Américains pouvaient mettre plus d'huile sur le marché et ça faisait baisser les prix. Et aujourd'hui, on a quand même un prix du pétrole qui a doublé et puis on ne voit pas beaucoup de Shell Oil en plus. Donc l'économie du pétrole marche différemment, sans doute parce que il n'y a pas eu beaucoup d'investissements et donc la capacité à mettre de la surproduction, elle est juste plus faible. Et puis tout le monde a en tête l'idée, les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc tout ce qui est énergie à base de carbone est voué tout de même à avoir une part moins importante. Donc ça marche différemment. Et c'est là où on bascule sur le politique. Si la gestion économique ne marche pas, il faut une gestion plus politique. Alors, la gestion plus politique, en fait, ça serait d'abord appuyé sur le ventre des producteurs qui pourraient en mettre plus sur la table. Alors, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il y a les Saoudiens qui pourraient faire un effort. Si on arrivait à s'entendre avec les Iraniens, ils pourraient faire un effort. Les Russes, on les soupçonne toujours de ne pas être complètement là lorsqu'il le faudrait. Et donc, si cette partie-là, le politique classique ne marche pas, on joue du politique exceptionnel et on joue des réserves. Alors, je pense que dans le contexte économique, et je pense que la culture du pétrole est une culture plus économique que politique, on est un peu sceptique. 50 millions de barils jour, ça fait une demi-journée de consommation mondiale de pétrole. C'est bien, mais ça ne fait pas beaucoup. C'est assez à la marge, peut-être trop à la marge pour que ça ait un impact. Mais un prix du pétrole plus bas, ça serait quand même une bonne nouvelle. Et moi, les spécialistes des matières premières m'ont toujours appris que l'utilisation des réserves stratégiques, parce que la menace a régulièrement été brandie dans l'histoire, c'était la fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'était le côté fusil à un coup. Une fois qu'on a commencé à taper dans les réserves stratégiques, on sait que derrière, il n'y a plus beaucoup d'options ou d'actions possibles pour faire baisser les cours. Et par nature, ces stocks sont finis. En tout cas, les réserves stratégiques ont une dimension finie.
Oui, ça ressemble un peu à une banque centrale qui essaye désespérément de défendre sa monnaie. La livre sterling contre Soros dans les années 90 et plein d'autres monnaies. Effectivement, 50 millions de barils jour, en plus de l'ensemble des partenaires, c'est une demi-journée, donc c'est pas grand-chose, mais ça réduit les stocks, donc on pourra moins en faire plus tard. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? Peut-être parce que l'administration Biden a besoin de dire, voyez-vous, on fait quelque chose. Et c'est vrai que pour le consommateur américain, les voitures d'occasion ont déjà fortement monté. Maintenant, c'est le prix de l'essence qui monte. Ça finit par faire mal. La confiance des consommateurs s'en ressent. Il faut faire quelque chose. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, il y a un véritable déséquilibre important entre l'offre et la demande. Une demande très forte parce qu'on a une croissance économique simplement très forte, et puis l'OPEP+, qui a du mal à s'aligner, et en plus le pétrole de schiste américain qui jusque-là faisait office de tampon quand il y avait une forte demande comme ça, qui peine pour l'instant à progresser, peut-être parce que la volatilité du pétrole a été telle ces dernières années que beaucoup de ceux qui ont mis de l'investissement, de l'argent pour investir dans le pétrole de schiste américain se sont retrouvés quand même, se sont fait casser les reins par la volatilité. Donc il y a peut-être aussi un petit peu moins d'entrain de ce côté-là, auquel on peut ajouter les problèmes de réchauffement climatique. Donc c'est peut-être un niveau qui est appelé à durer. Maintenant, on ne peut pas monter trop haut non plus. Je pense que l'OPEP+ le sait, parce que derrière, on peut éventuellement casser la croissance. Mais je dirais qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ne maintiendraient pas finalement un pétrole à des niveaux élevés, sachant qu'il y a un tel momentum économique? Pourquoi eux-mêmes n'en profiteraient-ils pas? Je pense que ça va être dur de les convaincre du contraire. Pourquoi vous dites, Hervé, on aimerait voir un prix du pétrole plus bas aujourd'hui, 75, 80 $ le baril, avec la croissance dans laquelle on vit, c'est douloureux? On ne vivra pas toujours avec les rythmes de croissance que l'on a. Si on se projette d'ici un an, on aura sans doute des rythmes significativement inférieurs. Non, je pense qu'on est avec des préoccupations de court terme. On arriverait à avoir un ralentissement des prix qui vient plus vite qu'on ne le croit aujourd'hui. Eh bien, tout le monde serait content, quoi. Donc, et comme sur quel levier pourrait y participer. Voilà, sur quel levier peut-on jouer? On se dit que comme le prix du pétrole a beaucoup monté, il y aurait des bonnes volontés pour le faire baisser. On le remettrait à 70 $. Globalement, dans les prochains indices de prix, ça se verrait. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet, François, de l'impact que la hausse des prix pourrait avoir sur la consommation, sur la demande finale, dans les secteurs que vous suivez sur les marchés, dans cette période de fin d'année, qui est toujours une période importante pour la consommation en général? Je partage le diagnostic, c'est-à-dire que les mécanismes d'il y a quelques années ne marchent plus, l'ajustement de l'offre sur le pétrole, et donc le sous-investissement chronique et durable maintenant va finir par se ressentir dans l'incapacité à fournir les quantités que le marché doit pouvoir demander aux producteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut nous amener à des pics de prix qu'on a pu connaître, et donc c'est de nature à inquiéter les gens qui ont un peu d'expérience, notamment sur les marchés, puisqu'il suffit de se rappeler que on a parlé beaucoup de la crise des subprimes, mais que c'était aussi, et peut-être même essentiellement, initialement, un choc pétrolier qui nous a précipité dans la dernière grande crise que nous avons connue, avec un très fort ralentissement. Je rappelle que le baril était allé à 150 $ à l'époque, avant de tomber à 30. C'est-à-dire qu'on avait fait en accéléré un choc et un contre-choc pétrolier. On n'est pas là. Pour autant, les consommateurs vont à la pompe et voient des prix revenus quasiment sur des niveaux identiques côté européen. Clairement, c'est de nature à inquiéter, parce que on voit bien, c'est tendu. Et si vous regardez évidemment les chaînes d'information, quand vous regardez les manifestations et les populations, eh bien, c'est un signal très fort, et c'est un indicateur massif d'une consommation contrainte, et qui vient prélever beaucoup de capacité d'autres choses pour les ménages
et pour les gens qui travaillent, tout simplement. Alors c'est ça, parce que pour le reste, j'allais dire, si on sort de la seule question pétrolière ou des prix de l'énergie en général, on voit des hausses de prix sur beaucoup de biens de consommation aujourd'hui. Dans cette période de fin d'année, Thanksgiving arrive aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet sur la demande finale? Est-ce qu'on arrive à des niveaux de hausse de prix qui vont commencer à attaquer la demande finale dans des secteurs de consommation discrétionnaire, hein? On parle de fêtes de fin d'année. Oui, je crois qu'on va avoir des signaux très clairs qui vont intervenir déjà à la fin de cette semaine avec le Black Friday. On a des chiffres qui vont arriver la semaine prochaine sur la consommation qui vont être des éléments clés puisque c'est une zone qui concentre beaucoup de dépenses aux États-Unis, mais également en Europe désormais, et ça donne des bons chiffres sur les tendances de fin d'année. À ce stade, on n'a pas le sentiment qu'il y ait trop de pénurie, mais on va voir, parce qu'on pourrait être surpris par la demande. J'ai été surpris tout à l'heure par un chiffre, notamment en France, des décollectes du livret A, qui est historique ce mois-ci. J'ai vu ça. Bon, je n'ai pas démarré le mois en disant qu'on aurait une décollecte aussi massive sur les placements préférés des Français pour leur liquidité. Donc, et quel lien vous faites alors? On va taper dans les réserves. C'est difficile de prévoir. C'est difficile de prévoir la façon dont les Français vont consommer cette année. On sait qu'ils ont moins consommé cette année qu'ils n'avaient consommé en 2019. Est-ce que ça va se concentrer sur cette fin d'année-là? Et est-ce que l'offre va être suffisante sur l'ensemble des éléments demandés? Là, c'est des questions qui sont... on est dans un territoire un peu nouveau. Est-ce qu'on peut y voir un signe de confiance quand même, François, quand on désépargne et qu'on touche au livret A, comme vous dites, le produit préféré de placement disponible d'épargne liquide des Français? Le marché n'est pas inquiet d'un manque de confiance. Mais un peu de confiance chez le consommateur, au final. Oui, je pense que le marché, encore une fois, il est plutôt dans un schéma où il s'inquiète d'une surconsommation plus qu'autre chose. Donc, on a, enfin, faut pas se leurrer, ça fait maintenant quasiment une année passée, même 15 mois, qu'on a Noël qui est déjà là. On a tout eu. On a tout eu dans la haute du Père Noël bien avant l'heure et dans des proportions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ça crée des décalages et ça se voit sur les matières premières, ça se voit sur les indices de prix, ça se voit sur des tensions sur la capacité à délivrer les produits demandés. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va trouver son paroxysme en cette fin d'année. Est-ce que l'année prochaine, on va retrouver rapidement un mode de fonctionnement plus normal? C'est un autre scénario. Effectivement, ce serait peut-être un peu plus apaisé si les entreprises avaient un peu plus de visibilité sur la demande et sur la capacité à la fournir. Comment on peut comprendre, Hervé, le fait que les Français désépargnent à travers cette décollecte de 2-3 milliards du livret A? Alors moi, je n'avais pas l'information avant que vous la donniez, Grégoire, donc merci pour ça. Vous retrouvez merci à François. Moi, en fait, ce que mon petit doigt me dit dans cette histoire, c'est que, en fait, je le lirai pas positivement. J'aurais tendance à le lire. Il y a de la désépargne dans le livret A. Parce que en fait, c'est plutôt des gens modestes qui sont confrontés justement à l'inflation, sont confrontés à des contraintes de pouvoir d'achat. C'est eux qui ont été touchés par la crise de la Covid. Et donc, voilà, ils essaient de maintenir leur profil de consommation de cette façon-là. Les gens les plus aisés, ils ont épargné pendant cette crise épidémique, mais alors peut-être qu'il y a eu un tampon au travers du livret A, mais après c'est parti dans l'assurance vie, dans des produits divers. Et donc, à mon avis, c'est plutôt les gens les plus modestes, et donc je le lirais plutôt comme un signal justement de ce dont on parlait, que l'inflation, ça vient bien manger le pouvoir d'achat. 2,8 milliards de décollecte en octobre pour le livret A, c'est inédit depuis l'année 2014. Sur le sujet de l'inflation, allons-y avec les banques centrales, bien sûr, Frédéric. Tandem Powell-Brennard, est-ce que ça nous dit quelque chose de nouveau de la colonne vertébrale intellectuelle qui guide les débats au sein de la Fed? Et puis, prochain débat, 14 et 15 décembre, faut-il accélérer la normalisation, accélérer le rythme du tapering, l'extinction progressive des achats nets d'actifs et passer plus vite que prévu à la partie hausse de taux? Alors Powell-Brennard, c'est une colombe et puis une super colombe en fait. Donc mais aujourd'hui, ils sont parmi les membres votants que nous connaissons aujourd'hui et qui seront votants en 2022. Il y a quand même encore une majorité de faucons, il y en a 4, et 3 colombes.
Donc pour l'instant, on a, je dirais, un équilibre qui est plus en faveur de la sévérité, mais il y a 3 nominations. Et comme on a une colonne vertébrale qui est plutôt colombe, et puis voilà, Joe Biden n'a pas du tout le souhait de casser la croissance, on peut penser que la Banque centrale américaine restera plutôt sur le mode accommodant. L'année prochaine, attention, sachant que il y en a qui changent d'avis. On compte certains faucons qui étaient colombes et quelques-temps qui ont changé d'avis parce qu'ils voient l'inflation. Alors bon, ça c'était pour discuter un petit peu de la Banque centrale américaine. Donc oui, il y a beaucoup de faucons, mais il y a des nominations, donc ça devrait quand même aujourd'hui, enfin ça nous inquiète aujourd'hui pas trop. Maintenant, que va faire la Fed l'année prochaine? Bon, je pense que il y a autant d'avis pratiquement que de gérants, et puis même la Fed le sait-elle elle-même, je ne sais pas. Ils sont aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que le processus de resserrement est entamé, c'est parti, et maintenant on va regarder les données. Alors d'habitude c'est un petit peu plus facile parce que les données qu'on va regarder, on les connaît, c'est-à-dire c'est la croissance et l'emploi. Aujourd'hui, on va regarder la croissance, l'emploi et l'inflation. Et les choses sont aujourd'hui un petit peu en train finalement de se contredire. Est-ce que l'inflation va casser la croissance ou pas? Donc pour nous, la Banque centrale américaine, la question qu'elle se pose aujourd'hui, et c'est la question je pense que tous les investisseurs doivent se poser, c'est est-ce que l'inflation va survivre à la croissance? Est-ce qu'on va rentrer dans un contexte inflationniste avec une faible croissance? Auquel cas, vous achetez de l'or, vous vendez des actions, ou alors on va être sur un mode où l'inflation va baisser, la croissance va continuer, auquel cas vous achetez des actions et vous vendez l'or. Donc c'est véritablement la question. Nous on pense que on aura un petit peu les deux, mais l'inflation quand même, la croissance va survivre à l'inflation. Donc Jérôme Powell, pour ne pas parler directement des investisseurs, mais Jérôme Powell, lui, va pour nous avoir le temps de procéder à un resserrement progressif. Alors voilà, il va probablement peut-être accélérer un petit peu. Les données ne sont pas très bonnes quand même. La croissance est toujours là, donc accélérer un petit peu son tapering, c'est pas du tout impossible. Mais je dirais dans l'ensemble, une banque centrale américaine qui s'adaptera aux conditions économiques, mais du côté la croissance. Colombe. Toujours. Du côté, voilà, continuer, parce que je pense qu'ils n'auront pas peur, comme nous, d'une reprise très durable de l'inflation. Vous l'avez dit, donc la Banque centrale européenne, elle, est peut-être en train de faire une erreur? La Banque centrale européenne, c'est un petit peu différent. Pour nous, le risque inflationniste, là, est minime. Mais la composition, je dirais, de la Banque centrale européenne est probablement un petit peu moins, je dirais, adepte du risque inflationniste. On sent quand même qu'il y a des réticences qui sont beaucoup plus fortes dans la Banque centrale européenne. Pour nous, la Banque centrale européenne doit maintenir une politique monétaire très accommodante. La croissance européenne n'est pas si forte que ça. Voilà, les risques inflationnistes n'est pas énorme. Les hausses de salaire, on ne les voit pas encore véritablement poindre aujourd'hui. Il y en a un petit peu, mais enfin, ça reste voilà, très morcelé. Morcelé, oui. Donc dans l'ensemble, pour nous, voilà, la Banque centrale européenne doit maintenir une politique monétaire très accommodante. Donc oui, on n'est plus dans l'urgence, donc il faudra probablement j'en sais rien, réduire. Il y a 10 millions d'Autrichiens qui sont confinés depuis hier pendant au moins 3 semaines, Frédéric. Oui, mais on a vu quand même que alors après, on va voir quel type de confinement et comment évolue l'épidémie. Donc moi, je vous parle sous l'hypothèse, effectivement, que l'épidémie continue, je dirais, d'avoir une incidence relativement modérée sur la croissance. Il est évident que si on repart, on a un nouveau variant où on repart dans des confinements sévères à travers le monde. Voilà. Dans ces cas-là, je pense que la question du resserrement monétaire de la BCE ne se posera plus. Il faudra prolonger l'urgence. Mais là, je pense quand même qu'on va sortir progressivement de ce quantitative easing, au moins pour la partie urgence, emergency. Comment vous regardez alors là, l'avenir des politiques monétaires? Quand même un sujet de marché très important. Même les gérants actions suivent ça de très très près. On voit de la volatilité sur les marchés obligataires qui s'installent, des mouvements sur les devises également. Oui, le marché il a tranché effectivement dans un scénario assez clair, puisque le 10 ans américain remonte un peu, mais on reste encore à 1,60 sur des niveaux qui sont... qui en tout cas donne un taux d'intérêt réel extraordinairement négatif, et puis des parités de change, puisque c'est quelque chose qui, pour le coup, fait partie des indicateurs les moins perturbés par les banques centrales et les politiques volontaristes, puisque c'est un marché très très large. Et on voit bien que le dollar se renforce de manière assez continue. Il vient de faire d'ailleurs un magnifique parcours face à l'euro,
et ça joue beaucoup d'ailleurs dans les performances de nos allocations d'actifs. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Clairement, le marché a donc trouvé la direction de une banque centrale européenne qui va continuer à être extrêmement expansionniste, et puis une banque centrale américaine qui va normaliser a priori, et donc ce différentiel de traitement a conduit à ce mouvement. Donc le marché, en tout cas, lui, le lit au premier degré. On va dire ça comme ça, et de manière assez simple. Et nous, on n'a pas tendance à vouloir aller contre ce mouvement-là. On a eu on va dire l'opportunité d'avoir pas mal de dollars dans nos allocations, ce qui était plutôt bien. Et puis dans les choses aussi, c'est que quand on veut diversifier, c'est vrai que derrière, trouver des zones de diversification en devises, etc., c'est pas toujours simple. On avait un peu investi notamment dans les obligations émergentes, beaucoup libellées en dollars, ça a pas mal aidé, et un peu à partir de cet été sur des obligations chinoises, en partant du postulat que peut-être il y aurait une détente un peu de la politique qui, pour le coup, était plus restrictive en Chine. C'était un peu contrariant comme idée d'investissement, mais on n'en avait pas, donc on a commencé des lignes à ce moment-là, et il s'avère que c'est là aussi dans le sens de ce qui a l'air de vouloir se dessiner pour les trimestres qui viennent. Donc non, je suis assez consensuel sur le sujet des politiques de banque centrale par rapport à ce que nous montre le marché aujourd'hui. Et ça ne génère pas une inquiétude particulière pour 2022 Je crois que l'expérience a montré, notamment le dernier trimestre 2018, que la Banque centrale américaine avait un impact direct sur le marché dès lors qu'elle menait une réduction de la taille de son bilan. On a vu l'impact, puisque le dernier trimestre avait été assez sanglant. Je pense que là aussi, ils ont appris et que ça va être fait avec plus de précautions qu'il y a 3 ans. Faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires aux États-Unis, en Europe? Hervé? Je dirais d'abord que la curiosité du jeu, c'est qu'on est en train de dire, mon Dieu, il y a de l'inflation, donc, conséquence logique, les politiques monétaires doivent être moins accommodantes. Mais si on prend le premier élément, on a un choc un peu universel, la maladie. Et en fait, aujourd'hui, vous prenez le noyau dur des prix à la consommation, donc on enlève l'énergie, on enlève les produits alimentaires. On est à plus de 4 aux États-Unis, on est à 3 au Royaume-Uni, on est à 2 en zone euro. Donc en fait, face à un choc universel, la réponse est différenciée, ce qui veut vraisemblablement dire que dans nos inflations, il y a quand même du local. Alors c'est sans doute les bizarreries du marché du travail outre-Atlantique, le taux de participation qui a beaucoup baissé, donc un peu comme avec les goulots d'étranglement sur les chaînes de production, on a un peu des hausses de coûts. Aux États-Unis, on doit pointer le Brexit, vraisemblablement, Royaume-Uni, au Royaume-Uni. Oui. Pardon. Et puis en zone euro, peut-être que c'est plus pur. Et donc, on a sans doute l'impact du choc économique lié au confinement et à la sortie. D'ailleurs, si on prend un pays supplémentaire, le Japon, les prix, mesurés de la même façon, eh bien, ils baissent de plus en plus au Japon. Ce qui veut dire que là, les anticipations inflationnistes sont tellement contrôlées que finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça continue d'être très faible, voire de baisser. Donc en fait, on voit bien qu'on a une situation qui n'est pas homogène d'un pays à l'autre, et donc il ne faut pas s'attendre à une réponse homogène. Et ça, je crois que le marché d'échange l'a bien compris. Il y a le dollar qui monte. Ça, je pense, c'est la toile de fond. Il y aura une désynchronisation dans cette phase de normalisation. Voilà. Et ça... En termes de marché, ça peut être des opportunités ou des risques. Si on met tout le monde dans le même panier, à mon avis, c'est un risque. Si on accepte cette hiérarchie, il y a des choses à en tirer. Et je pense qu'on peut déjà en tirer des choses. Une fois qu'on a dit ça, sur les déclinaisons pays par pays, oui, aux États-Unis, en fait... Ils n'ont pas envie de normaliser vite, mais ils vont être obligés de normaliser parce que le glissement sur un an des prix est à un niveau élevé, qu'en plus, pas de chance, sur les mois les plus récents, les salaires accélèrent bien, que les gains de productivité qui tenaient bien le choc baissent maintenant. Donc en fait, il y a un court terme qui oblige la Fed à bouger. Oui, elle a sans doute raison. L'accélération des prix est transitoire, mais c'est un transitoire qui dure un peu, et ça, c'est inconfortable pour tout le monde. Donc, elle va être de moins en moins accommodante, et le calendrier
de cette moindre accommodation va être plus serré que précédemment, que l'on ait Laëlle Brennart maintenant en numéro 2 de la Fed, donc une super dove, super accommodante, ne changera rien au fait que, eh bien, il faudra en passer par là. Du côté de la BCE, donc on n'a que 2%. Alors je pense que l'interview là, de Isabelle Schnabel sur Bloomberg, si j'ai bien compris, en fait, elle a dit qu'il y avait un risque haussier sur l'inflation. Alors, ça fait un peu faire un hoquetement au marché, mais je pense qu'elle parlait de l'année prochaine. L'année prochaine, en fait, je crois que leur prévision d'inflation, celle des équipes de la BCE, était de 1,7%. C'est assurément trop bas, ça va être revu à 2 et quelques, j'en ai aucune idée. C'est exactement ça, oui, 1,7, je l'ai sous les yeux. Voilà, donc, et en fait, je pense que tout de même, la BCE va nous dire 23, 24, on va se retrouver vers 2. Donc, à ce titre-là, et avec le guidage prospectif, la forward guidance, comme on dit, qu'ils ont mis en place en trois temps, des choses assez précises, à mon avis, il n'y a pas la place dans ce contexte-là pour un resserrement. D'ailleurs, pour une remontée des taux en 2022. Après, il y a qu'est-ce qu'ils vont faire des achats? Oui, ils vont moins acheter. Jusqu'à quelle date? Quand vont-ils arrêter? Tout ça, ça se discute. Et donc, on sera un peu comme aux États-Unis, sans doute avec une dilatation du temps qui sera plus importante. Mais là où, aux États-Unis, spéculer sur une première hausse du taux directeur quelque part avant la fin de l'année prochaine, c'est crédible. Alors, on verra bien quel sera le profil des prix, mais c'est crédible. En Europe, à mon avis, c'est assez peu crédible. Quant à nos amis anglais qui se sont déjà pris un peu les pieds dans le tapis en matière de hausse des taux d'intérêt, il va falloir qu'ils éclaircissent leur position, Mais le choc d'offres, et je pense que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Bailey, l'a quand même reconnu. Dans ce qui se passe, il y a du choc d'offres, et une politique monétaire face à un choc d'offres, c'est pas très facile. Bon, en termes de stratégie d'investissement, quand on fait la somme de tout ça, alors déjà, il y a la partie un peu court terme, quand même, tactique de fin d'année. Frédéric, je ne sais pas, alors c'est vrai que est-ce que la saisonnalité dans cette année 2021 a encore un sens? Je sais que normalement, la période de Thanksgiving est à 100% positive, historiquement, pour les marchés. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin encore? Est-ce qu'on est déjà dans une forme d'excès? Est-ce que, comme le disait il y a quelques jours le patron de Goldman Sachs, est-ce que le greed l'emporte sur les fears, sur les peurs de marché aujourd'hui? Quand on regarde les niveaux de marché, on peut avoir l'impression effectivement que c'est très cher, mais les marchés obligataires sont encore plus chers. Encore une fois, et puis quand on regarde les marchés immobiliers, ça a quand même bien monté aussi. Le cash, c'est du négatif. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde les marchés actions, si on tient compte de ça, ils sont peut-être un peu chers, mais c'est relativement justifié. Puis n'oublions pas quand même qu'on peut estimer que la croissance bénéficiaire l'année prochaine sera supérieure à 10%, sur les 12 prochains mois, de l'ordre peut-être de 15%. Donc on est quand même tiré par une croissance bénéficiaire plutôt solide, avec des banques centrales qui vont souffler un vent contraire, mais je dirais en faisant attention quand même de ne pas casser la machine. Donc voilà, on n'aura pas les 10-15%, mais nous on pense qu'on pourra avoir sur les 12 prochains mois encore des performances positives, peut-être plus entre 5 et 10%. D'un côté, croissance bénéficiaire encore très positive, et puis de l'autre côté, des banques centrales un peu moins accommodantes. Donc oui, pour nous, je pense, et surtout sur les actions européennes où le risque inflationniste, où le risque que la machine se casse, notamment par une hausse des taux, ou que l'argument, les obligations sont chères, se maintiennent. Sur les actions européennes, peut-être encore plus de probabilité que la performance soit positive. Ouais. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que la séance du jour est instructive, parce qu'on a quand même un petit sell-off sur l'obligataire. On a un taux long 10 ans américain qui prend 10 points de base aujourd'hui. Je trouve que les actions sont plutôt dans le rouge en Europe, mais aux États-Unis, c'est pas encore joué en cours de séance. Le marché action tient plutôt bien quand on voit même ces mouvements de court terme de remontée des taux aujourd'hui. Oui. Non, mais ça valide l'idée que 60% sur les obligations. Quand vous avez une croissance potentielle du double, enfin même plus encore si on compte l'inflation, et c'est bien du nominal, plus les dividendes.
bon, c'est pas non plus quelque chose qui soit assez formidable. Donc nous, on pense que les taux obligataires peuvent encore monter sans pour autant provoquer d'accidents sur les marchés actions. Et puis devrait-il monter, par exemple, au-dessus de 2% et trop vite? Je pense que c'est surtout la volatilité à ce moment-là. Comme la Banque centrale, comme nous, est persuadée que l'inflation est plutôt du côté temporaire, eh bien, la Banque centrale aura toujours l'opportunité de calmer les marchés de ce côté-là. Encore une fois, voilà, c'est l'inflation, voilà, ce sont les chiffres d'inflation et la conviction qu'ont à la fois les banquiers centraux et les investisseurs qu'elle est temporaire, qui fait et qui fera que ces marchés actions continueront ou non de tenir. Et l'Europe encore et toujours, parce que si on regarde sur l'année 2021 et même depuis les vaccins en novembre 2020, l'Europe devait rattraper en tout cas un peu de sa sous-valorisation par rapport au marché américain, la value devait l'emporter aussi versus le style croissance. Quand on fait le match un an après, franchement les écarts n'ont pas tellement bougé, Frédéric. C'est vrai, mais ce qui est plutôt bien par rapport à la période encore derrière où effectivement parier contre les actions américaines c'est avéré quand même plutôt, l'écart aurait pu être encore plus important. Plutôt mauvais. Il y a eu des années où les actions américaines sont beaucoup mieux comportées que les actions européennes et ça a duré. Non, pour nous aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on est plutôt dans l'idée d'une croissance économique solide et quand même de taux qui remontent, on a le sentiment que c'est un peu plus le tour des actions européennes qui sont un peu plus value, un peu plus cycliques par rapport aux actions américaines qui sont un petit peu plus croissance. Maintenant, parmi les actions croissance, il y en a qui demeurent évidemment très intéressantes. François, sur ces considérations de marché, et je veux bien qu'on ouvre la discussion avec vous avec le dossier Trigano. Parlons un peu d'entreprise. Mais voilà. Sur la PME, puisque c'est 3 milliards de capi, on est loin des on est loin des GAFAM. Un peu plus que, oui, d'accord, mais c'est une belle entreprise de taille pour moyenne, venir sur les valorisations de marché, c'est vrai que les indices sont sur les sommets, ils les ont battus de nombreuses reprises. Moi, je partage l'avis qu'ils sont finalement moins chers pour les 12 prochains mois qu'ils n'étaient en début d'année, puisque les multiples se sont bien détendus dans cette période, tout simplement parce que la croissance, c'est une réalité et elle est venue augmenter les bénéfices des entreprises. Et donc les multiples sont revenus sur des niveaux, en tout cas en Europe, qui sont assez proches finalement des médianes historiques. Si on regarde, on est sur des multiples de 16 ou 16 fois et demi les résultats des 12 prochains mois. Il n'y a pas de nature à être choqué par ce multiple compte tenu des taux d'intérêt qui restent proches de zéro en Europe. Et des perspectives qui sont donc positives pour les 12 prochains mois en termes de croissance bénéficiaire. L'autre aspect, c'est que on a également une volatilité qui est très faible et des investisseurs qui portent de plus en plus de risques actions et d'investissements actions face à des taux, on le disait, réels négatifs sur le reste de leur épargne. Donc c'est assez... voilà. Après, le mouvement de cette année... est-ce que la fin d'année, on va faire encore une dernière patte de feu d'artifice? C'est assez difficile à dire. Moi, je dirais qu'on a encore une fois déjà eu Noël depuis de très nombreux mois sur les marchés financiers et qu'on a été récompensé pour notre patience depuis 15 mois très généreusement par la plupart des indices et notamment les indices européens qui pour le coup n'ont pas failli par rapport à ce qui était le cas précédemment vis-à-vis des États-Unis. On a des belles performances en Europe. Et si on descend sur la macroéconomie, on a des entreprises qui donc font des publications qui sont souvent bonnes. Et on parlait de Trigano. La publication de Trigano n'apporte pas de surprise ni sur le chiffre d'affaires ni sur les marges. Pourquoi ça perd 10 alors? Le marché veut pas voir qu'on a là une entreprise dont les capacités de production sont saturées pour 2 ans, avec un pricing power incroyable, une demande extraordinaire avec sans doute une nouvelle clientèle, avec l'aspect sanitaire qui se tourne vers cette nouvelle mobilité des camping-cars. C'est vrai que moins 10 là. La valeur est pénalisée par la crise qui touche les semi-conducteurs et la fourniture des matières premières pour eux. Ça va représenter à peu près 200 millions d'euros sur le deuxième semestre. Donc c'est quelque chose qui est effectivement une communication un peu nouvelle de la société.
Après, très sincèrement, le parcours du titre était superbe aussi. On a une consolidation de 10%. Ce qui peut être surprenant, c'est de voir que le marché, ça fait plusieurs publications comme cela, qui sont finalement assez conformes à ce qu'on pouvait espérer, de la part d'entreprises de grande qualité, parce que Trigano, pour le coup, on est actionnaire et on en a racheté aujourd'hui pour être totalement transparent. On est à l'achat sur ce dossier et on n'a pas modifié nos cours objectifs suite à la discussion qu'on a pu avoir avec le management après la publication hier. Donc clairement, on a des entreprises de qualité qui publient dans les clous. Peut-être que les investisseurs étaient tellement gourmands parce que ça fait maintenant longtemps que le marché attend des bonnes nouvelles sur ces dossiers-là. Et c'est vrai que ce sont toujours des bonnes nouvelles pour une entreprise que d'être en difficulté pour satisfaire l'offre, sachant que on considère pour Trigano que c'est une offre qui est durable, c'est-à-dire que la demande, elle est là, c'est un nouveau mode de consommation du loisir, des week-ends, des vacances, ça correspond bien d'ailleurs aux normes sanitaires, vous en parliez, cette bulle de sécurité. Qui ont défini le camping-car comme une nouvelle bulle sanitaire mobile, c'était il y a 1 an maintenant. Donc ça va en tout cas dans quelque chose qui est tout à fait durable. Moi, je suis assez convaincu que la demande qui est là et qui va rester est prête à attendre quelques mois d'être livrée pour avoir l'objet de tous leurs rêves livré pour leurs prochaines vacances. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur la soutenabilité de cette demande-là et sur la capacité du groupe. Clairement, là, ils ont montré la capacité, bien évidemment, à tenir leur prix, à les monter, à maintenir leur marge à des niveaux records pour le groupe. C'est une magnifique PME française. Je crois que clairement là, on peut être positif sur les prochains mois. Ça s'est un peu tendu parce que le cours de bourse s'était tendu, mais clairement, ça correspond vraiment à quelques pépites que nous pouvons avoir dans le segment des PME françaises. En tout cas, nous, on est convaincus sur le modèle. Hervé, sur les marchés aujourd'hui, alors l'idée que peut-être les progressions sont un peu vertigineuses, les niveaux de prix atteints sont historiques sur bon nombre de marchés. Est-ce qu'on est dans le début d'une forme de complaisance quand même, d'excès de ce point de vue-là, ou est-ce que quand on regarde ça d'un point de vue un peu macro, est-ce que ça reste conforme à l'idée de la reprise économique ? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question, mais je vais... Vous avez le droit. J'ai mes questions, vous avez vos réponses. Merci Grégoire. Je vais insister sur 2 points. Moi, j'ai l'impression que quand on essaie de voir un tout petit peu plus loin sur les marchés, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je vais être sur des sujets très classiques, la croissance d'une part et l'inflation de l'autre. Sur la croissance, quand vous prenez les anticipations des économistes tels que Bloomberg peut les faire apparaître, en fin d'année prochaine, en glissement sur 1 an, vous rejoignez partout ce qui apparaît être la tendance de moyen terme de la croissance. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour les différents pays européens, et ça, c'est quand même bizarre, de se dire qu'on a eu un choc important, on a eu plein de soutiens de politique économique de mise sur la table, et puis ping, tout revient à la normale. Je crois que ça se passera pas comme ça, vraisemblablement. Donc, ce sur quoi je veux insister en matière de croissance, c'est qu'il y aura des surprises, et là encore, avec des gagnants négatives, et des j'entends. D'accord. Je ne sais pas si ça l'est, mais dire que tout le monde, je veux ne voir qu'une tête, revient sur la croissance de la décennie passée, ça paraît quand même un petit peu naïf, presque. Donc, à mon avis, c'est une anticipation qui est mal calée, et donc, il y aura des écarts macro qui se retrouveront sur la microéconomie. Donc, il faut être attentif. Donc, en cours d'année, je pense qu'il y aura des ajustements. Et sur les prix, moi, je crois à l'idée du caractère temporaire du boom que l'on a aujourd'hui. Mais il me semble tout de même que lorsqu'on réfléchit, on va revenir sur un régime d'inflation, puisque ça s'appelle comme ça, qui ne sera pas tout à fait le même que le passé. Il ne faut pas oublier que le passé, en zone euro, une inflation à 1,4% sur toute la décennie avant la Covid, un 7, un 8 aux États-Unis. À mon avis, on sera plutôt 0,5 points, un gros 0,5 points au-dessus. Donc là encore, ça ne va pas être le retour à la case départ. C'est un nouveau monde
qui est un peu différent d'avant, mais qui est quand même nouveau, parce qu'on veut à la fois de la croissance, de la soutenabilité de celle-ci, et on veut de l'inclusion, qu'on arrive à mettre tout le monde dedans. Et on voit bien qu'en termes de partage de la richesse, en termes de politique économique, ça ne sera plus exactement comme avant, et donc il faut s'y préparer. Puis j'aime bien parce que plus les sujets prennent une importance politique, plus on se dépêche de demander aux banques centrales de les traiter. Alors croissance, emploi, inflation, ça c'était historique, mais maintenant il faut être inclusif, le climat, les cryptos, le risque cyber, tout ça. À l'école, on apprenait, lorsqu'on était petit, un objectif de politique économique, il faut un instrument. Et là, il va en falloir tout plein d'instruments. Hein. Ça ne va pas être simple. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour cette discussion ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy. François Cholet, Directeur Général de Montségur Finance. Et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, étaient nos invités en plateau. Et si vous mettiez une goutte de Bitcoin dans votre assurance vie? C'est un choix qui vous revient, mais c'est un choix qui est désormais possible, une option qui est envisageable. Alors, grâce à deux acteurs, la loi Pacte et les équipes de gestion de Tobam. Le président fondateur de Tobam est à mes côtés en plateau, Yves Chouefati. Bonsoir Yves. Bonsoir Edouard. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle juste quand même l'idée de Tobam. Donc, c'est l'idée que la diversification maximum est la meilleure stratégie pour aborder l'investissement à travers toutes les classes d'actifs que vous pouvez suivre et regarder. C'est même plus qu'une stratégie, puisque c'est un modèle propriétaire que vous avez déposé, breveté, celui de la maximum diversification. C'est le modèle propriétaire qui fait le succès de Tobam aujourd'hui. Et à ce titre, en regardant justement la manière de diversifier ses portefeuilles, vous êtes intéressé très tôt, une équipe de matheux, je le rappelle, chez Tobam, vous êtes intéressé très tôt au monde des cryptos. Il y a évidemment le côté algorithmique de la blockchain, et puis les usages qu'on peut trouver à travers les crypto-monnaies, le Bitcoin étant l'emblème justement de cette nouvelle classe d'actifs. Vous avez développé en 2017 un fonds qui est un fonds plutôt destiné à des investisseurs qualifiés, des trésoriers d'entreprise, etc. Et là, aujourd'hui, vous voulez aller beaucoup plus loin en proposant un produit éligible aux unités de compte dans l'assurance vie. Vous allez nous parler de ce produit, mais moi, d'ores et déjà, ce qui m'intéresse et ce qui m'a interpellé en premier lieu, c'est que je n'étais pas sûr de savoir qu'on puisse avoir du Bitcoin dans son assurance vie aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la loi Pacte. Tout à fait. Donc le législateur, en fait, a voulu permettre aux particuliers de se diversifier. Comme vous l'avez dit, Tobam, c'est la diversification. La diversification, c'est quoi? C'est le contraire de la spéculation. D'accord? Et si vous voulez vraiment pas spéculer, et vous voulez vraiment être diversifié, il faut détenir du Bitcoin. Parce qu'effectivement, ne pas détenir du Bitcoin, c'est spéculer vers sa baisse. Si on est agnostique, si on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, il faut détenir un peu de Bitcoin pour être bien diversifié. Et ça, la loi Pacte le permet. Et on a décidé, dès lors que la loi le permettait, d'effectivement l'organiser. Et on a lancé le premier fonds qui est éligible à l'assurance vie et qui est investi partiellement en Bitcoin. Alors, expliquez-nous comment le fonds a été designé, parce que c'est effectivement, il y a une petite poche Bitcoin, et vous étiez venu nous dire que il fallait regarder le Bitcoin comme un puissant diversifiant pour les investissements, mais qu'il ne fallait pas en mettre trop. Une goutte de Bitcoin suffit à vous diversifier dans vos investissements. Le Bitcoin est tellement diversifiant que si vous en mettez trop, vous ratez la diversification maximale. Le législateur a décidé effectivement de caper ce niveau de détention de Bitcoin dans les fonds éligibles à l'assurance vie à 10%. D'accord. Mais il faut savoir que 10% de votre argent en Bitcoin, c'est une énorme partie de votre risque en Bitcoin, parce que le Bitcoin est beaucoup plus risqué que le reste du portefeuille, et donc on peut imaginer que 10% de Bitcoin, ça permettrait d'avoir pratiquement 25% de son risque dans le Bitcoin, ce qui en soi est déjà pas mal. Donc une poche qui permet d'aller jusqu'à 10% de Bitcoin, et je le disais en introduction, mais là je veux bien aussi quelques éclaircissements. 90% investis donc sur des actions, sur l'univers ou le thème de la blockchain, c'est ça Tout Yves ? à fait. Donc il y a... Le Bitcoin a été créé en 2008. Le premier Bitcoin est né en 2009. Le Bitcoin, c'est quelque chose qui émerge. Et à côté du Bitcoin, en complément du Bitcoin, il y a tout un secteur économique qui est en train de se développer. En fait, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Le Bitcoin a donné naissance à une véritable industrie.
Il y a d'un côté des places de marché qui permettent justement d'acheter du Bitcoin en direct. Il y a des mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui prêtent leur puissance de calcul pour sécuriser le Bitcoin. Et il y a des entreprises qui ont décidé donc d'investir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Et ces entreprises elles-mêmes finissent par avoir un cours qui est corrélé à l'évolution du Bitcoin. Et donc tout cet écosystème, ce sont des entreprises cotées. Et dès lors que ce sont des entreprises cotées, on peut les acheter dans un fonds d'investissement. Et vous choisissez effectivement dans toutes ces typologies d'acteurs liés à la blockchain, il y a ceux qui sont vraiment dans la blockchain d'une certaine manière, il y a ceux qui décident de mettre un peu de leur trésorerie, il y a des grands groupes mondialisés qui utilisent en partie la blockchain pour certaines de leurs activités, traçabilité, logistique. Tous ces acteurs-là peuvent se retrouver dans cette poche action dans le fonds, voilà, tout à fait. L'idée, c'est un peu comme si vous aviez un fonds qui veut vous exposer à l'or. Soit vous achetez directement des lingots d'or dans le fonds, ou bien des actifs directement libellés en or, soit vous allez acheter des mines d'or ou d'autres acteurs qui vous sensibilisent, vous exposent à l'or. Je crois que c'est même la partie la plus intéressante. Non, mais on va continuer de parler du Bitcoin, mais je trouve que d'exploiter un peu plus concrètement ce thème de la blockchain et des usages et des évolutions, révolutions que va permettre la blockchain dans différents domaines, je trouve que ça, c'est quand même très intéressant pour l'avenir. En plus, ça nous permet de rester dans le monde des actions qu'on connaît peut-être un peu mieux. Mais c'est quoi un ou des usages de la blockchain qu'on n'a pas encore vu, Yves ? Oh là, qu'on n'a pas encore vu. Ceux qu'on n'a pas encore vu, je ne peux pas vous les décrire, mais ceux qui émergent, il y en a un qui occupe un peu le devant de la scène en ce moment, c'est les NFT par exemple. Si vous relisez le manifeste du surréalisme d'André Breton, vous voyez que le surréalisme, l'art abstrait, toutes ces nouvelles manières de faire de l'art sont nées en quelque sorte d'une réaction à l'invention de la photographie. Quand la photographie est née, le monde de l'art a dû se réinventer. Et là, le monde de l'art est en train de se réinventer à nouveau. Pourquoi ? À cause de la digitalisation. Et comme aujourd'hui, quand vous allez à une école d'art, vous apprenez surtout à utiliser une palette graphique beaucoup plus que des pinceaux. Il faut tout réinventer autour. Il faut réinventer l'authentification, il faut réinventer le stockage. Comment on stocke la data qui est devenue une œuvre d'art. Ça, la blockchain permet de le faire avec des résultats qu'on ne pouvait pas obtenir, qu'on ne pouvait pas atteindre avant la blockchain. Donc c'est une véritable invention, c'est une véritable amélioration qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est un exemple. Mais de manière générale, ce que permet de faire la blockchain, c'est véritablement quelque chose qui est de pair à pair. Ça veut dire sans intermédiaire, qui vont faire que des individus, des citoyens, vont pouvoir échanger leurs biens, vont pouvoir échanger leur travail, sans passer par des intermédiaires qui deviennent donc plutôt inutiles. Deux questions, toujours sur ce fonds que vous proposez. Donc, le fonds s'appelle Bitcoin Linked and Blockchain Equity. Alors, vous l'avez designé, ça y est, il est conçu, il est sur le marché, il est agréé à AMF. Vous l'avez testé, j'imagine, depuis quelques temps. Vous savez comment il fonctionne. Comment est-ce qu'il est reçu là par l'écosystème et notamment ceux qui demain vont distribuer ce fonds éligible à l'assurance vie. Comment vous voyez le phasage commercial de ce fonds, Yves ? Donc, le cycle de vie d'un fonds, d'une unité de compte, c'est d'abord on crée le fonds. D'abord, il faut effectivement obtenir l'agrément AMF. Ensuite, il faut montrer que le fonds fonctionne. Et c'est après tout que les assureurs vie vont commencer à l'agréer dans les contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, on a une demande qui est assez importante sur ce fonds, qui est même de l'ordre du très important, de la part de ceux qui vont placer les contrats d'assurance vie. Donc, ce qu'on appelle les CGP, les gestions privées, demandent effectivement à ce que ce fonds soit agréé par les assureurs vie. Et les assureurs vie sont en train de faire leur travail. Ça veut dire qu'ils font leur diligence pour vérifier que le fonds lui-même rentrera bien dans leur circuit. Mais je pense que c'est une question de semaine avant que ce fonds. Mais vous dites qu'il y a déjà une pression très forte du marché, des CGP, des banquiers, etc., vis-à-vis des assureurs pour que cette unité de compte, ce produit-là, soit vite c'est clair. Qu'est-ce qui fait la hausse du Bitcoin ? Qu'est-ce qui fait la hausse du Bitcoin ? C'est en fait une adhésion populaire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les institutionnels qui mènent la danse. C'est effectivement les gens. Vous savez, le Bitcoin, c'est quoi ? C'est un nouvel étalon de mesure de la valeur. En fait, c'est une nouvelle monnaie. Et dans toute l'histoire des monnaies,
il y a une sorte d'invariant, c'est que dès lors que les citoyens ont l'impression que la monnaie est produite plus facilement, ils sentent le besoin de changer d'étalon. La première monnaie, si vous allez au musée de la préhistoire à Saint-Germain-en-Laye, on a des éléments pour penser que la première monnaie, c'était les pointes de flèches en silex. C'était déjà une preuve de travail, si vous voulez. Quand elles sont devenues plus faciles, il a fallu changer de monnaie vers les biens agricoles. Quand les biens agricoles sont devenus plus faciles à produire, on a été vers le premier métal précieux, sans doute le bronze, puis le fer, puis l'argent, puis l'or. Mais dès que les citoyens ont l'impression que l'étalon de mesure de la valeur devient plus facile à produire, ils ont besoin de se couvrir contre cette dépréciation du pouvoir d'achat. Et le Bitcoin en est un des exemples. Ouais. Quand vous dites monnaie, bon, on ne fera pas le débat, mais les puristes de la monnaie nous disent une des caractéristiques quand même qui fondent la monnaie, c'est sa capacité transactionnelle, par exemple. Bien sûr qu'on peut mener des transactions en Bitcoin, mais voilà, voilà. Donc quand vous dites monnaie, c'est une nouvelle monnaie qui n'aura pas les caractéristiques des monnaies telles qu'on les connaît, ou est-ce que c'est une nouvelle monnaie qui va converger et rencontrer ce qui, en théorie, de manière pure, fonde les caractéristiques d'une monnaie fiduciaire? Moi, je suis un investisseur professionnel. C'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est essayer de mettre des billes dans quelque chose qui n'est pas avéré, mais qui pourrait le devenir. Qu'est-ce qui est intéressant dans le Bitcoin? C'est que justement, le Bitcoin n'est pas encore un étalon de mesure de la valeur. S'il l'était, il vaudrait déjà 2 millions d'euros le Bitcoin. Okay? Ce qui est intéressant dans le Bitcoin, c'est qu'il a les propriétés théoriques et empiriques qui pourraient en faire un jour une monnaie, mais qu'il ne l'est pas encore. Si un jour, je vous présente une thèse d'investissement par laquelle le prix de l'action Apple pourrait aller à 5 000 euros, il ne faudrait pas attendre qu'il soit à 5 000 euros pour investir, ce serait trop tard. Donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas une monnaie, mais il pourrait le devenir, et c'est ça justement qui en fait un candidat à un investissement. Et de ce point de vue-là, l'avenir du Bitcoin n'est pas encore tranché. L'avenir n'est jamais tout à fait tranché. Non, mais il y a des scénarios adverses. Je discute. Alors, beaucoup d'investisseurs traditionnels regardent évidemment, et le discours évolue. Je suis bien placé pour le savoir, et je sais que des investisseurs voient l'intérêt de leurs clients et donc se posent des questions eux-mêmes à titre personnel, ont des cryptos parce qu'ils veulent voir comment ça fonctionne. Mais quand on en parle dans l'émission de manière professionnelle, un des points sur lesquels ils butent, c'est je n'arrive pas à valeur, j'ai pas de valeur fondamentale du Bitcoin. Quand on est dans le monde des actifs, même financiers, on cherche toujours à connaître la valeur intrinsèque. Et là, même par rapport à des monnaies fiduciaires, je veux dire, on a des États, on a des excédents commerciaux, on a plein d'éléments qui permettent de déterminer des parités de pouvoir d'achat théoriques. Sur le Bitcoin, il n'y a rien. Et c'est un point de blocage, j'ai l'impression, qu'il n'arrive pas à franchir. Alors, il y a des modèles d'évaluation du Bitcoin. Donc, la plupart des modèles d'évaluation du Bitcoin sont des modèles comparatifs. Aujourd'hui, si je rétorquais à votre question par une autre question, je vous dirais, mais que vaut l'or? Qu'est-ce qui justifie la valeur fondamentale de l'or? Il n'y a pas grand-chose qui la justifie. Effectivement, on va y arriver par comparaison. On va se dire, si les bitcoins, dans leur ensemble, valaient autant que l'or, alors ça ferait que le prix du bitcoin serait de l'ordre de 1,5 million d'euros par bitcoin. C'est 10 000 milliards le marché de l'or, c'est ça à peu près? Grosso modo. D'accord. Le bitcoin, c'est à peu près 2 000 milliards. Ça dépend comment on compte les 10 000 milliards aussi. Donc sur l'idée d'une réserve de valeur... on a quand même quelques modèles de comparaison, ce qu'on appelle des raisonnements par similitude. Si on raisonne... Aujourd'hui, le Bitcoin, ça vaut autant que l'argent, que le métal, que le marché grosso modo. Je comprends. S'il devait valoir argent autant que l'or. Et l'or, en fait, c'est aujourd'hui une toute petite quantité de la valeur. Déjà, s'il allait vers l'or, il devrait vraiment, vraiment beaucoup s'apprécier. S'il allait vers autre chose qui est encore plus représenté que l'or, il devrait s'apprécier encore plus. Vous savez, quand vous estimez le prix du Bitcoin en euros, il faut évaluer deux choses. Il faut évaluer le numérateur, ça veut dire le Bitcoin, mais il faut aussi évaluer l'euro. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup Yves d'être venu nous parler à nouveau du Bitcoin, de la blockchain et donc de ce produit effectivement éligible aux assurances vie aujourd'hui, donc fonds lancé par les équipes de Tobam. Yves Chouefati, le président fondateur de Tobam, était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. C'était Smart Bourse avec eToro,
leader mondial des plateformes de trading social.